Cette personnification de la source, donc, que l'on appelle Nemosa, est une allégorie qui représente donc la source elle-même présente au centre des jardins de la fontaine. Ce lieu, les jardins de La Fontaine, situés sur une colline en plein cœur de Nîmes, créé sur un site historique et naturel de 15 hectares, il se compose de 2 architectures paysagées, un jardin classique du XVIIe siècle et un jardin méditerranéen. Sa création débute en 1745 à la demande du roi de France Louis XV. Jacques-Philippe Maréchal, ingénieur du roi et directeur des fortifications des provinces du Languedoc, en est le concepteur. L'ambition de Maréchal est de mettre en scène la source et les vestiges antiques dans une composition inspirée des jardins à la française, avec ses allées symétriques, ses alignements d'arbres, l'ensemble enrichi de balustres, vases ou bancs. Au début du XIXe siècle, Augustin Cavalier, maire de Nîmes, met en œuvre l'aménagement de la colline. Une végétalisation est effectuée à partir de différentes essences telles que le pin d'Alep, le chêne vert, le cyprès. Des cheminements sont réalisés permettant aux promeneurs de découvrir différentes mises en scène comme la grotte de style rocailleux. Au bout de ces différents sentiers, un monument remarquable domine le jardin, la Tourmagne. Revenons sur le trajet de l'eau d'Uzès à Nîmes. Sous le règne d'Auguste, une augmentation importante de la démographie impose un besoin accru en eau et les eaux de la fontaine ne suffisent plus. La découverte de la source Ura, la fontaine de l'Eure, située dans le fond d'un vallon près d'Uzès, va permettre sa captation et la construction d'un vaste aqueduc serpentant sur 50 km à travers la Garrigue, depuis Uzès jusqu'à Nîmes. Selon l'architecte Vitruve, contemporain de Jules César, les Romains définissaient la qualité de l'eau en fonction de critères de bon sens. Ils observaient l'environnement et évaluaient la santé des hommes habitant autour de la source, et également celle des animaux. Ils se fiaient aussi à la limpidité de l'eau. Il fallait trouver une source d'eau de bonne qualité, donc située au-dessus du niveau de la ville de Nîmes, puisque l'écoulement serait gravitaire à une distance acceptable. La pente rentrerait en ligne de compte, car plus elle serait faible, plus l'ouvrage serait difficile à construire. Et enfin, autre critère, le débit qui devrait satisfaire aux besoins de 20 000 habitants de la cité et être suffisamment régulier. La captation du Gardon aurait pu être envisagée, mais cette rivière est à la fois irrégulière, à sec l'été et soumise à des crues ravageuses. La fontaine de Nîmes, nous l'avons vu tout à l'heure, ne pouvait convenir à cause de son débit trop faible en été. Le Vidourle, quant à lui, plus éloigné que le Gardon, est tout aussi irrégulier, avec des contraintes encore plus importantes. Restait donc la source d'Eure, près d'Uzès, qui ne manquait pas d'atouts. Le premier étant d'être situé à 11,14 mètres plus haut que le point d'aboutissement de l'aqueduc. Nous savons aujourd'hui que l'altitude à la source d'Eure est de 71,20 mètres, alors qu'à Nîmes, au Castellum, elle est de 59,80 mètres. Admirons au passage la perfection des techniques de topographie romaine qui, sans disposer de la préférence d'altitude ni de mesure de la pression, avaient su calculer avec une précision suffisante la différence de niveau entre le point de captation et le point d'arrivée de l'aqueduc. Le deuxième atout de cette source d'Eure est le débit de l'ordre de 400 litres par seconde en moyenne, suffisant pour les besoins de Nîmes. Et enfin, dernier critère retenu, la qualité de l'eau de la source.
ensuite fallu construire l'aqueduc. Il est maintenant certain qu'il a été édifié au 1er siècle avant notre ère, comme l'attestent plusieurs éléments. D'abord, le pont du Gard lui-même, dont le style architectural est considéré comme le plus évolué des ponts de l'époque d'Auguste. Le fait que les différents tessons, poteries, pièces trouvées sur le parcours soient tous du 1er siècle après Jésus-Christ, et au-delà ensuite les fameux tunnels de Cernac. Ces carrières encore visibles datent de l'époque d'Auguste et c'est pour les contourner qu'il a fallu creuser ces tunnels, ce qui implique la postériorité de l'aqueduc par rapport aux carrières. La construction de l'aqueduc a dû s'étendre sur une quinzaine d'années. Pour édifier ces aqueducs, les ingénieurs romains disposaient essentiellement de 2 appareils de mesure. Le chorobate, qui était un niveau avec fil à plomb, et l'agroma, instrument constitué de 4 fils à plomb, disposés à angle droit que l'on utilisait pour l'alignement. Ces systèmes n'étaient pas des plus pratiques et le seul génie de ces bâtisseurs leur permit de venir à bout des difficultés innombrables qu'ils rencontrèrent sur leur chemin. Lors du passage en tunnel, le guidage se faisait un peu au jugé, ce qui explique peut-être certains zigzags, comme s'ils avaient cherché leur chemin. Parfois, ils ont préféré contourner l'obstacle plutôt que de le traverser. À l'arrivée, l'eau se jetait dans un réservoir de distribution à partir duquel un réseau de canalisation desservait toute la ville. L'aqueduc est aménagé au début de son parcours en souterrain, puis se dirige vers le sud. Près de Vers, on retrouvera des vestiges de la conduite passant sur des arches. Près d'Argelier, le pont de Bornègre, transformé en pont routier au Moyen-Âge, a conservé 3 arches très basses. Puis vient la nécessité d'enjamber le Gardon, d'où la merveilleuse réalisation de la création du pont du Gard. Ce pont de 275 mètres de long, presque 50 mètres de hauteur, avec 52 arches réparties en 3 rangées, représente un chef-d'œuvre architectural que les siècles n'ont pas entamé. À noter l'inclinaison douce de la structure, puisqu'un seul centimètre sépare les hauteurs d'arrivée d'eau de sa sortie. Après un parcours soit en souterrain, soit en empruntant de petits ponts et parfois au travers de tunnels, l'aqueduc d'une longueur de 50 km aborde la ville de Nîmes. Un dernier tunnel creusé sous les rochers du fort et l'eau tant attendue arrive enfin au Castellum Visorium qui permet ainsi la répartition de l'eau dans la ville. Castellum, situé rue de la Lampèze dans le quartier du boulevard Gambetta, au pied de l'ancien fort Vauban, ce bassin de distribution des eaux, depuis sa découverte il y a 170 ans, est un témoin unique et exceptionnel du génie des ingénieurs romains. Il est le seul du monde antique à avoir conservé l'intégralité de son socle percé de bouches. De ce bassin circulaire de 5,50 m de diamètre et de 1,40 m de profondeur, taillé dans le roc, partaient des canalisations en plomb qui acheminaient l'eau vers les monuments, les fontaines et les différents quartiers de la cité antique. Retournons au cœur de ville où nous avons commencé cette émission. Nous voici au temple de Diane. Ce monument qui date du 2e après Jésus-Christ se dresse dans la partie basse des jardins de la Fontaine, à proximité de la source. Il était encore entier au milieu du XVIe siècle, transformé en église. Les frères en furent chassés au moment des guerres de religion et le bâtiment servit alors d'entrepôt à bois et foin. Rapidement, un différend apparaît entre 2 personnages sur l'attribution de la propriété du lieu qui est alors incendié. Sa voûte s'effondre, le mur sud est démoli, la façade principale est dépouillée de son ordonnancement de colonnes et de ses frontons étagés. Le temple de Diane constitue néanmoins le seul monument conservé en élévation de l'ensemble du sanctuaire romain dédié au culte impérial et aux loisirs autour de la source sacrée. Sa fonction d'origine reste incertaine,
même si l'on penche vers un édifice à vocation culturelle de type bibliothèque. Une autre pause dans ce territoire et une autre rubrique dont vous êtes friands, c'est la rubrique des métiers, des artisans, des créateurs, des artistes que nous retrouvons évidemment chaque semaine également dans cette émission. Rencontre avec l'un de ces artisans, créateurs, artistes que nous adorons dans l'émission. C'est l'heure de notre rubrique métier d'art. Nous sommes en compagnie de Julien Gudéa à Nîmes dans son atelier. Bonjour Julien. Alors vous allez nous parler un petit peu de votre travail. Celle-ci, c'est une pièce? En fait, la pièce est une caisse en carton scotché, mais version XL. Donc ça fait suite à une série que j'ai commencée en 2009. Et cette année, j'ai décidé de refaire une nouvelle série, et notamment une grande pièce. Donc là, on voit voilà, une boîte et un... Tout à fait, c'est tout simplement une boîte en carton ouvert avec le rouleau de scotch qui est déroulé et qui est en fait scellé avec de la fibre et de l'époxy dans une sorte de jointement. D'accord, et l'époxy, c'est le matériau alors de prédilection, vous l'utilisez régulièrement? Non, récemment, j'ai eu la chance de travailler avec un ingénieur qui m'a prêté cette résine. Mais il faut savoir que j'ai travaillé avec 5 ou 6 résines différentes. Donc ça peut être de la résine acrylique, ce que j'utilise le plus souvent, qui est une résine minérale non toxique, assez lourde, mais très, très intéressante pour mes productions. Et puis des résines comme de l'époxy qui me permettent d'avoir des combinaisons de fibres ou des formes beaucoup plus fines et légères. Vraiment en fonction de la forme de ce que vous voulez voilà, tout à fait. Que vous choisissez ici, le matériau. Là par exemple c'est un peu plus épais. Alors voilà, ça c'est une très grande allumette. Alors c'est votre spécialité un peu les allumettes. Voilà, c'est votre réputation. J'ai rencontré un public à l'époque avec ça, et ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est d'avoir une forme au final extrêmement linéaire, une sorte de radicalité, c'est-à-dire arriver à saisir une expression dans la forme avec juste une ligne. Et finalement, ça joue aussi avec le rapport à la référence du sujet réel, c'est-à-dire l'allumette brûlée, un sujet simple. En règle générale, j'adore travailler sur des sujets qui n'ont jamais été traités ou qui sont tombés en désuétude, en banalité, ce qu'on appelle totalement banalisé par le fait de l'avoir trop vu. Ce qui est le cas de l'allumette. Tout à fait. Et peut-être de la. On peut parler de la pomme. C'est vraiment, j'ai fait ma pomme. Et là, vous avez croqué la pomme, même. Tout à fait. Il y a ça qui est original, mais il y a le sujet qui est extrêmement banal, mais qui est dit d'une certaine façon. Et je trouve que ça crée un rapport intéressant avec le public, dans l'idée d'avoir un sujet accessible. Mais en réalité, c'est une forme abstraite ou totalement subjective, puisque il y a une interprétation dans la manière dont sont morcelés ou découpés les parties, les quartiers de... En fait, c'est un peu des quartiers de lumière ou des choses, on peut parler de... Ça permet de comprendre les origines graphiques de mon travail de sculpture. Je crois d'ailleurs qu'on dit de moi que c'est une sculpture graphique. Je crois que c'est assez juste, avec cette passion qui a toujours été là pour le dessin, où l'idée est de saisir l'essence. Je n'ai pas de beaux dessins en soi, ce sont des dessins qui cherchent justement la quintessence, c'est-à-dire le trait et avant tout l'idée. C'est-à-dire, tiens, mince, j'ai eu cette idée. Moi, je crois beaucoup à cette idée. Tout d'un coup, tu te réveilles dans la nuit, j'ai une idée.
Personne l'a fait, alors qu'on l'a vu des milliards de fois dans la réalité et personne l'a fait. C'est comme ça que naissent parfois des idées sympathiques et puis ça me permet de me dire, de tester des choses. Vous voyez ça par exemple, c'est des bougies fondues en haut d'une maison. Voilà, ça c'est des tests d'accrochage. Un peu une exposition entre guillemets de vos œuvres. Voilà, alors c'est un petit peu séquencé comme j'appelle ça une séquence de galerie. Le principe c'est de placer des vis à 30 cm d'intervalle qui correspond en fait à ce jeu des allumettes brûlées qui permet de créer des combinaisons de couleurs en associant différentes brûlures et différentes couleurs. Et aussi parfois ce qu'on appelle des surprises. Les surprises, c'est plutôt un capuchon mordu, un faux appareil photo, une tente, une grappe de raisin géante. Donc... Mais il y a toujours cette idée d'une certaine linéarité, quelque chose d'assez pur qu'il y a dans l'allumette qui me poursuit et que j'avoue j'ai du mal à quitter. Très ludique en tout cas parce que c'est vraiment coloré, chaleureux et comme vous le dites le bouchon de stylo comme on l'a tous mâchouillé. Vous vient d'où cet esprit joyeux et coloré? Ce que j'aime dans l'art, ce que j'aime chez les artistes, et donc ce que j'essaye de tendre dans ce que je donne au public, c'est de donner le meilleur de moi-même, c'est-à-dire des objets qui sont esthétiques, avec une part de merveilleux. Cette donnée-là, je crois, qui est fondamentale dans mon travail. Alors ça peut avoir un rapport à l'enfance, mais je crois pas que. C'est aussi une manière d'aborder la vie, de prendre les choses du bon côté, de chercher à transmettre une certaine énergie, un certain rapport à la joie de vivre. L'art pour moi est joyeux. J'ai jamais en fait été intéressé par moins intéressé par la partie obscure de la force. Tout ça, voilà. Même si mes sujets peuvent aussi parfois finalement aussi une allumette brûlée peut aussi dire quelque chose de fort en soi et peut aussi de montrer une autre partie plus fermée, mais non, moi mon idée c'est d'avoir une certaine radicalité dans les couleurs et de transmettre des sujets trop vus, trop déjà vus, quelque chose de retrouver un langage de l'objet tombé en banalité et d'en trouver un langage poétique et puis un peu excitant aussi peut-être, je sais pas, il y a cette donnée-là. Vous avez ici un moulage, un tirage en époxy. Donc j'ai utilisé de l'époxy parce que ces allumettes qui sont les dernières pièces sont extrêmement fines et longues, ce qui du coup crée mécaniquement des risques de rupture. Voilà. Donc ça vous permet de vous montrer les premières étapes qui sont les couches de résine époxy dans le moule. Et là, on voit une allumette qui, elle, est, on va dire qu'elle est en train d'être peinte. Après les sous-couches, on en est aux peintures. Et là va apparaître un masquage pour travailler sur la partie noire ou rouge. En général, pour les allumettes, je suis assez fan du noir et du rouge, c'est-à-dire des couleurs qui ont une certaine intensité. Moi, j'ai commencé, en fait, très jeune, j'ai voulu être artiste, hein, j'avais une vocation pour ça. J'ai fait une école d'art graphique quand j'avais 16 ans, donc ça a été un peu le détonateur. Ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts pendant 5 ans, puis après, je me suis jamais arrêté, quoi. Et puis, de toute façon, je crois que... C'était dans vos tripes. Oui, je crois que j'ai vraiment une vraie passion pour ça, et je crois que je me suis toujours battu contre vents et marées pour continuer cette passion et en faire un vrai métier avec toute l'exigence et la difficulté que ça sous-entend. Je voulais vous présenter donc certaines pièces toujours en cours de fabrication. Il faut savoir que quand une pièce est démoulée, donc elle est sortie du moule, c'est en réalité là que le travail commence. C'est-à-dire que chaque pièce nécessite un travail de finition extrêmement complexe qui est lié en fait au travail des résines. Il faut savoir qu'une résine, parce que c'est vraiment une matière qui, moi, me fascine, hein, c'est ma matière première, la résine n'a pas de limite au niveau de la perfection. C'est-à-dire que, contrairement à la céramique, qui va jouer sur, par exemple, des états de cuisson, on va tout d'un coup découvrir, tiens, ça finit comme ça, on doit se contenter de ça. La résine,
Elle est simplement liée à l'exigence du créateur, c'est-à-dire si vous voulez avoir une finition parfaitement nette, en fait plus on passe de temps dessus et plus c'est beau. Enfin, la beauté est liée en fait à l'idée d'une certaine géométrie, d'un certain respect de la forme, etc. Voilà. Donc là, on a tous les plans et on peut faire le parallèle avec ce que l'on voit en réalité. Ici commencent donc les premiers plans des jardins de La Fontaine. Donc le premier qui a été recensé date de 1741. Et c'est un plan de La Fontaine et des nouvelles découvertes qui viennent d'y être faites pendant les mois d'août et de septembre 1741. Alors quelles sont ces découvertes justement? Alors donc les découvertes sont constituées par l'escalier à exèdre que l'on voit ici caché sous les eaux. Voilà, qui a été conservé. Au niveau de la pièce centrale, donc ce qu'on appelle le stylobate, qui valorisait la divinité topique de Nîmes. Et ce sont des plans qui ont été effectués avec la technique que l'on appelle du lavis et de l'encre noire. Donc ce sont des plans quand même en couleur et assez réalistes. On voit par exemple sur le plan le temple de Diane qui est encore présent donc sur le lieu. Effectivement, très précis. Alors on parlait des arches tout à l'heure, à l'origine il y en avait 3 alors. Oui, et aujourd'hui on n'en voit que 2. Donc ce sont des transformations de maréchal. Voilà, qui ont été un petit peu obligatoires. Donc voilà, on les voit ici, donc on en a 3 et c'est ce qu'ils appelaient donc au XVIIIe siècle le pont antique, qui aujourd'hui est constitué de 2 arches. Et au milieu de ces 2 arches, sur la pile, il y avait la représentation des armes de la ville de Nîmes. L'eau amie et ennemie de la capitale gardoise. Depuis 2002, Nîmes Métropole gère son captage, son traitement, le transport et la distribution de l'eau potable sur son territoire. Pour garantir la qualité et la quantité d'eau, Nîmes Métropole s'appuie désormais sur son schéma directeur qui redéfinit le découpage du territoire suivant une nouvelle implantation des stations d'épuration, visant ainsi à optimiser leur nombre et les coûts. L'objectif est d'atteindre d'ici 2021 le bon état écologique du cours d'eau le Vistre qui a été classé zone sensible par l'Europe. C'est la fin de ce territoire ici à Nîmes dans les jardins de La Fontaine. Je remercie tous les participants. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Retrouvez-nous à 20h45 le vendredi sur TV Sud et à 17h le samedi sur LCM. Vous pouvez également revoir l'émission sur nos sites www.tvsud.fr ou lcm.fr. Laissez vos commentaires également sur notre page Facebook officielle Territoire. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.